Je suis Frédéric Asbart, je suis professeur de psychiatrie à Lyon. Et puis je remercie le Cézanne, son président, et je remercie Stéphanie Mazza de m'avoir mis en lien avec cette initiative et m'a permis d'y participer. Donc sur ce début d'après-midi, on va avoir une session avec des modalités hybrides. On va alterner du présentiel et de la visio. On va avoir une première présentation avec Nathalie Franck, qui est pédopsychiatre et praticien hospitalier au CHU de Montpellier, qui travaille beaucoup sur les troubles du comportement et le TDAH, et qui va vous parler surtout des troubles du comportement. On aura ensuite une présentation qui, cette fois-ci, sera en visio par Charles-Édouard Notre-Dame, qui est maître de conférence de l'université à Lille et praticien hospitalier, et qui est pédopsychiatre et qui a beaucoup travaillé sur le suicide et sur le déploiement du 3114 et dont il assure actuellement la coordination. Bon, il était malheureusement retenu en raison de travaux de suicidologie à Saint-Étienne. Donc il s'excuse, mais il sera avec nous en visio. Ensuite, nous aurons Séverine Herel, qui est maître de conférence en psychologie à l'université de Rennes et qui travaille autour de la question des écrans, qui vous parlait de cyberharcèlement. Et enfin, et cette fois-ci, on aura le plaisir de l'avoir avec nous. Et enfin, en visio, on croise les doigts pour que la technique soit avec nous. On aura David Yeager, qui est professeur de psychologie au Texas. Je suis ravie d'intervenir dans le cadre de cette journée parce que le bien-être des enfants et des élèves, c'est vraiment une préoccupation qu'on partage tous. On a vu ce matin que les chiffres sont quand même un peu inquiétants et on est évidemment tous préoccupés sur le terrain. Donc je pense que c'est essentiel de communiquer sur ce sujet. Donc comme le disait Frédéric, je suis pédopsychiatre au CHU de Montpellier et depuis une vingtaine d'années maintenant, je m'occupe d'une consultation spécialisée pour les enfants avec TDAH et troubles du comportement. Et donc, on va parler aujourd'hui des troubles du comportement des élèves. Voilà, donc la définition des troubles du comportement, c'est sûr qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de détailler de quoi on parle. Pour les définitions et les classifications, c'est un ensemble large de manifestations qui vont d'une simple opposition à la transgression des règles fondamentales, on va dire, avec toujours cette notion de prendre en compte le développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'effectivement un enfant qui mord à l'école maternelle en moyenne section, on peut considérer ça dans une forme habituelle. Si c'est au collège, évidemment, ça ne va plus. Et la violence aussi, on sait que selon les âges, va s'exprimer différemment. Donc il y a toujours cette idée d'intégrer l'âge du développement. Et quand on parle de troubles du comportement, on s'inscrit dans la durée. C'est pas un épisode de violence ponctuel qui ne s'est jamais répété, mais c'est vraiment des comportements répétitifs qui ont un impact et qui perturbent le fonctionnement du jeune. Ça concerne, pour les données, 5% à 10% des élèves et on n'a pas d'argument scientifique pour dire qu'il y en aurait davantage, même si peut-être certains faits sont beaucoup plus médiatisés, violents, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui a toujours existé et qui peut se manifester parfois autrement. Alors, ce sont surtout des garçons. Les filles vont avoir d'autres difficultés et ça répond toujours à un modèle multifactoriel et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, ça, ce sont pour les aspects de classification. Pour nous, nos classifications médicales, quand on parle de troubles du comportement, dans la classification la plus utilisée en psychiatrie, qui est le DSM, on va distinguer le trouble oppositionnel, qui est un peu la version, on va dire, soft et classique. C'est les enfants avec un pic autour de 8 à 10 ans. C'est le fait de s'opposer à l'autorité, surtout des parents, de se mettre facilement en colère, d'être rancunier, etc. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Et le DSM fait bien la distinction entre ce trouble oppositionnel avec provocation
et le trouble des conduites, où là, on passe sur quelque chose d'un peu plus lourd, avec des comportements qui vont bafouer les règles sociales, comme des vols, des bagarres, de s'en prendre au bien public, etc. Donc des transgressions de règles. Pour l'autre classification internationale des maladies, on parle d'un trouble des conduites en général, et on inclut à l'intérieur différentes sévérités et différentes intensités. De façon générale, dans notre classification, on fait des distinctions selon certains critères, notamment le début précoce pour le trouble des conduites. Quand ça démarre avant l'âge de 10 ans, évidemment, le pronostic est moins bon, comme pour tout ce qui démarre plus tôt, on va dire, en médecine. Le fait d'avoir des formes familiales, c'est-à-dire que l'opposition se manifeste surtout dans la famille, ou généralisée, le fait que ce soit tout seul ou en bande. On a tendance à dire que dans l'évolution des choses, on a d'abord l'opposition aux figures d'autorité comme les parents, et après, dans un certain nombre de cas, ça doit rentrer dans l'ordre. Parfois, ça peut évoluer vers le trouble des conduites. Le trouble des conduites étant lui-même un facteur de risque par la suite de troubles de la personnalité antisociale ou de comportements délinquants. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on avait vu ce matin aussi dans les présentations. Il y a une idée de continuité dans le développement et de facteurs de risque et de protection qui peuvent interagir à tout moment dans ce développement. Alors, ce qui est peut-être important à comprendre, c'est l'idée du modèle multifactoriel. Donc, Pierre l'a présenté ce matin et on peut y revenir là. C'est-à-dire qu'on considère que les enfants qui ont des troubles du comportement, il y a quand même un poids des facteurs génétiques qui est autour de 50 à 60%, selon comment on les définit, et les troubles qui leur sont associés. Ce qui veut dire que chez tous les enfants, il y a une part aussi quand même qui est constitutive dans leur difficulté à réguler certaines émotions, dans leur difficulté à adapter leur comportement. Alors, au-delà, c'est important aussi parce qu'on se le représente plus facilement, j'allais dire, dans certaines familles que dans d'autres. C'est-à-dire que pour certaines familles, on a tendance à se dire, mais oui, le milieu social est défavorable, il doit y avoir des difficultés éducatives ou des comportements éducatifs inadaptés. En réalité, c'est aussi dans ces familles, entre guillemets, vulnérables, qu'on peut avoir le plus de vulnérabilité d'origine génétique également. Donc, c'est souvent des enfants qui vont cumuler différents facteurs de risque. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, de notre place de médecin, et encore moins de celle voilà, des enseignants, mais on ne peut pas se dire qu'il y aurait des formes où ce serait éducatif et des formes où ce serait, on va dire, inné ou, entre guillemets, beaucoup plus constitutif, et les séparer. Parce que finalement, la composante, c'est le comportement perturbé, c'est ça dont on parle, mais ce qui le détermine, c'est toujours une intrication de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Donc ces facteurs génétiques, ils vont aussi déterminer des facteurs de tempérament. On considère que le tempérament, c'est la partie un peu innée qui va forger par la suite la personnalité, enfin qui peut contribuer à la formation de la personnalité. Donc on peut retrouver très tôt chez ces enfants des facteurs de tempérament qu'on va appeler tempérament difficile, c'est-à-dire plus de difficultés à être consolé, plus de difficultés à se réguler, à s'endormir, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut décrire assez tôt dans la petite enfance. Il y a des facteurs neuropsychologiques qui peuvent être impliqués aussi. On a parlé ce matin du langage. Effectivement, la capacité de communiquer, de s'exprimer, ça peut être considéré comme un facteur protecteur pour les troubles du comportement. Il y a également les fonctions exécutives, l'inhibition de l'impulsivité. Tout ça, ce sont des facteurs importants et qui sont des facteurs individuels. Mais l'enfant, il grandit aussi dans sa famille, donc on a vraiment des facteurs éducatifs et sociaux, sur le côté socio-économique, et aussi des facteurs environnementaux élargis qui sont très importants, notamment, ça peut être le voisinage, ça peut être le collège dans lequel on est scolarisé, ça peut être les personnes qui gravitent autour de la famille. Ce qui est important pour moi, c'est que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ne pas négliger cette partie génétique et comprendre aussi la notion du cumul des risques. C'est vrai que on parle parfois de la génétique comme si c'était quelque chose comme s'il y avait du déterminisme, mais bien sûr c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il y a l'environnement va jouer un rôle sur l'expression des gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On sait aussi qu'avoir des vulnérabilités d'origine génétique,
ça va jouer un rôle sur l'environnement, notamment le fait d'avoir un tempérament difficile, qui est quand même beaucoup porté génétiquement. Ça peut jouer un rôle en retour sur les attitudes éducatives parentales. Donc c'est important, je pense, en tant que médecin et en tant que professionnel de l'enfance, de garder toujours à l'œil qu'on est sur des interactions réciproques permanentes, et c'est aussi pour ça qu'on a finalement de la marge d'action de l'environnement qui permet évidemment de moduler les trajectoires, et je crois qu'on est tous là pour ça aussi, pour se dire qu'il faut qu'on agisse sur certaines trajectoires. Donc dans l'éducation aussi, on parle beaucoup d'éducation évidemment en pédopsychiatrie, on a souvent l'idée que ce serait l'éducation laxiste qui serait pourvoyeuse des pires troubles du comportement, si je peux dire ça comme ça. En réalité, chez les enfants qui ont des vulnérabilités pour les troubles du comportement, c'est plutôt les aspects punitifs et coercitifs qui sont les plus à risque, c'est-à-dire d'avoir une éducation où ça crie, ça menace, c'est tout le temps dans les crises, etc. Ça, c'est un facteur, et notamment encore plus s'il y a de la violence, maltraitance, qu'elle soit verbale ou physique, ce sont des facteurs qui peuvent encore plus aggraver les trajectoires de ces enfants. Et ça, c'est des choses, nous, de notre place, par exemple, sur lesquelles on travaille beaucoup dans l'accompagnement parental, en fait. C'est de leur faire travailler des nouveaux schémas où on va valoriser les comportements adaptés et où on va essayer, en tant que parent, de réguler ses propres émotions. Parce qu'on sait que ça, c'est un des facteurs de risque connus qui aggrave les trajectoires de ces enfants. Et évidemment, l'environnement, on a toujours ça en tête, c'est quelque chose d'essentiel. Ces enfants, si on les regroupe entre eux, on augmente leur risque. Par exemple, le principe quelque part des ITEP, peut-être que certains d'entre vous y travaillent, mais c'est aussi le risque d'avoir entre eux des enfants qui ont des troubles du comportement et qui peuvent aussi s'entretenir et se contaminer. Les stratégies aujourd'hui d'intervention qui montrent leur efficacité, c'est plutôt des programmes où on laisse les enfants dans leur milieu et on implémente avec du suivi éducatif rapproché des familles, mais sans les regrouper entre eux, en fait. Et ça, c'est pas toujours possible parce qu'il faut aussi décharger les classes. Enfin, bon, on est face à des réalités économiques. Ça, c'est juste pour faire un peu écho, parce que moi, quand je suis arrivée en pédopsychiatrie, il y avait dans les salles de soins, dans les salles de café, il y avait des pétitions partout. Ça s'appelait le pas de zéro de conduite. Peut-être que certains se souviennent de cette période. Ça faisait suite à une expertise collective de l'INSERM. Et en fait, le scandale de l'époque, c'était de dire qu'on voulait repérer précocement des facteurs de risque de troubles du comportement chez les enfants. Et c'était pas bien du tout de vouloir faire ça, parce qu'on ne fallait pas les mettre dans des cases. Et là, tout à l'heure, je t'ai entendu, Pierre, parler du fait que maintenant, la suite, c'était peut-être l'anténatal, mais effectivement, on le sait, je pense tous ceux qui sont sur le terrain, que des facteurs de risque précoces, on les voit à l'école maternelle, voire avant. Là, c'était l'idée qu'à 3 ans, on pouvait mesurer des profils de risque, et ça choquait tout le monde. Alors que je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut avancer. Il y a 20 ans qui se sont passés, parce que plus les interventions sont précoces, mieux elles marchent, évidemment, et donc c'est un petit retour en arrière sur ça. Alors, quand on parle de troubles du comportement, c'est un peu, ce sont des comportements, voilà, troubles des conduites. Il ne faut pas s'arrêter là, parce que c'est très souvent des enfants qui ont des troubles associés. En particulier, les troubles du neurodéveloppement, qui concernent quand même un certain nombre d'enfants. Plus de la moitié des enfants avec des troubles des conduites ont un TDAH, en fait. Donc, et là aussi, c'est pas forcément que ceux qui auraient des troubles du comportement dans des familles aisées, avec des modalités éducatives parfaites, etc. C'est le TDAH, on sait qu'on le sous-diagnostique dans les familles qui ont des facteurs de risque psychosociaux. En fait, on a trop souvent, en fait, nous, dans notre approche, plus l'enfant est dans une adversité psychosociale, moins on évalue précisément son trouble du neurodéveloppement, alors qu'il en a autant que les autres, même plus, et qu'en plus c'est d'autant plus important de le prendre en charge et de le traiter pharmacologiquement s'il le faut, ou avec des rééducations adaptées, etc. Donc les enfants les plus à risque sont les moins bien évalués, c'est un des paradoxes, et ce sont ceux qui ont les trajectoires les plus défavorables. Donc ça, c'est pour les troubles du neurodéveloppement. Donc les troubles du spectre de l'autisme, les troubles 10 sont aussi très associés aux troubles du comportement. Souvent, on ne perçoit pas que l'enfant qui perturbe la classe, c'est aussi parce qu'il n'y arrive pas, et que du coup, c'est aussi parfois une stratégie d'évitement, en fait, pour ne pas se mettre à la tâche.
Les troubles de l'humeur sont aussi fréquents et on l'a vu ce matin et ça ne s'améliore pas. Donc dépression, troubles de l'humeur, le trouble disruptif, un autre trouble de nos classifications. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut explorer, d'autant plus que les troubles du comportement amènent à des situations difficiles et peuvent aussi créer de la dépression, puisque à force d'être en échec et d'être rejeté, c'est compliqué. Les troubles anxieux, que je ne détaillerai pas ici, l'état de stress post-traumatique aussi, et les consommations de substances sont aussi des troubles qu'il faut systématiquement rechercher. Alors je dirais quand même un mot sur le TDAH parce que c'est un peu, j'allais dire, voilà, c'est le trouble peut-être que je connais le mieux, on va dire, de cela, mais et qu'on a terminé le mois dernier les recommandations de la HAS sur les bonnes pratiques pour le TDAH et que donc le TDAH s'est retrouvé au cœur de l'actualité, mais avec l'idée de porter quand même, d'arrêter ce débat sur l'existence même de ce trouble où certains le reconnaissent et d'autres ne le reconnaissent pas et disent que c'est l'industrie, etc. Donc, c'était important pour nous qui travaillons avec le TDAH d'avoir des données et d'avoir ces recommandations officielles pour pouvoir mieux accompagner les familles. Alors, je ne vais pas vous redétailler ça, mais voilà, le TDAH, c'est le trouble à rechercher systématiquement chez un enfant qui a des troubles du comportement et pas de se dire on va attendre déjà, comme on peut le voir, des fois c'est tellement dur chez lui à la maison qu'on va attendre que ça se passe mieux pour réévaluer quand ça ira mieux. Ça, ce ne sont pas des bonnes pratiques. Justement, on insiste sur le focus qu'on doit avoir sur ces enfants les plus en difficulté. Parmi les TDAH, 20% peut avoir un trouble des conduites. Donc, je ne vais pas redétailler le trouble. Ce qui est important, ce qu'on peut repérer en classe, c'est d'abord les difficultés d'attention, difficultés à initier l'effort, les difficultés d'organisation, les oublis, parfois juste la lenteur, mais qui peut effectivement se masquer derrière un comportement inadapté. L'impulsivité décrite telle quelle, donc c'est le fait de couper la parole, de se précipiter, mais on parle aussi beaucoup et de plus en plus dans le TDAH de l'impulsivité émotionnelle, c'est-à-dire la dysrégulation émotionnelle dont il a été question ce matin, parce que pour certains enfants, c'est ce qui va les gêner le plus, c'est qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions et dès qu'il y a une frustration, ça explose et ça, les enseignants le voient bien dans les classes et c'est parfois ça l'expression du TDAH. Et l'hyperactivité qu'on peut avoir mais qui n'est pas systématique. Alors quelques mots parce que nos recommandations, on a voulu beaucoup miser sur la psychoéducation et sur les idées reçues et j'en profite du coup pour en remettre un peu ici. Dans le TDAH, pour reprendre tous ces points-là qui sont ceux que les familles entendent le plus, donc ce qu'on montre c'est que c'est pas tant une éducation laxiste que justement une éducation plus autoritaire. C'est des familles où on va plus punir, crier, s'énerver parce que les choses ne sont pas faites et qu'il faut être derrière, etc. Donc on est plus sur des formats d'éducation plus rigides et c'est ce que nous, on travaille avec les parents. C'est pas, le TDAH, ce n'est pas la conséquence d'une séparation parentale, comme on peut l'entendre. Oui, c'est parce que les parents sont séparés, donc il est partagé dans sa tête, il ne peut plus se concentrer. Non, ça, ce sont des hypothèses. Par contre, le fait d'avoir un TDAH ou un trouble du neurodéveloppement est un facteur de risque de séparation pour la famille, enfin pour les parents. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pas une mode non plus, puisque les 5% de TDAH dans la population, on considère que le chiffre est stable depuis les 30 dernières années. Par contre, forcément, on en entend beaucoup plus parler. On diagnostique aussi les formes inattentives, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. On fait un repérage beaucoup plus organisé, donc, mais ce n'est pas une augmentation ou une explosion, une épidémie de TDAH comme on peut l'entendre. Ce n'est pas non plus la conséquence de la consommation d'écran. Bon, on ne va pas rentrer sur le sujet des écrans parce que là, on pourrait refaire une journée entière, mais il n'y a pas d'argument scientifique là-dessus suffisant. Ce n'est pas non plus un trouble psycho-affectif comme on peut l'entendre parfois, parfois, comme on l'a réentendu les derniers temps sur les radios publiques, mais en fait, voilà, c'est l'idée de dire, on ne citera personne, non, voilà, c'est l'idée de dire qu'effectivement, ça c'est quelque chose qu'on a voulu beaucoup insister là-dessus à la HAS, et notamment sur la prise en charge, la psychothérapie simple de l'enfant ne marche pas dans le TDAH et c'est pas dans les recommandations. On va juste se limiter à ça. Et il n'y a pas cette idée de TDAH primaire ou secondaire. Ils sont tous TDAH et il faut les prendre en charge de la même façon, quel que soit le contexte, parce qu'ils en ont tous besoin de la même façon. Alors, accompagner ces jeunes, c'est d'abord une évaluation diagnostique, ça c'est notre métier, on va dire, l'accompagnement parental, guidance éducative parentale.
tous les troubles du comportement, il n'y a pas d'indication pour du suivi individuel en psychothérapie. C'est pas parce qu'on parle à l'enfant et qu'on lui dit voilà, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, que ça va marcher. Il n'y a pas d'argument. Ok, j'ai le timer. Donc ça, on travaille par contre avec les parents. Les aménagements scolaires sont très important. Les actions sur l'environnement, c'est les thérapies normalement multisystémiques où on accompagne les parents, et la psychothérapie est réservée à certains cas si le jeune est demandeur, parce que sinon on peut l'amener mais ça servira à rien. Alors je vais faire plus rapide sur les aménagements de la scolarité, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être décrites là-dessus. Sur les 3 volets, le premier c'est agir sur les comportements cibles, donc c'est déjà observer les comportements sans interprétation, c'est-à-dire c'est pas il provoque mais c'est il a fait tomber 10 fois son stylo. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'intentionnalité. Parfois, ce sont simplement des comportements, mais de les noter. Est-ce que c'est plus le matin, l'après-midi? Est-ce que c'est dans tel cours, à tel moment, etc. D'avoir un peu une analyse des comportements de l'enfant et qui soit à la fois positif ou négatif. Ce qui est essentiel, et ça on le travaille beaucoup avec les familles, c'est de renforcer les comportements adaptés au lieu de sanctionner les comportements inadaptés. Et c'est typiquement la culture qu'on n'a pas, que ce soit au niveau éducatif ou au niveau scolaire. On voit beaucoup plus ce qui marche pas, enfin ce que l'enfant ne fait pas que ce qu'il fait bien. Donc ça c'est un des points essentiels dans tous les programmes de guidance. Bien sûr, des fois c'est un enfant qui a des troubles du comportement, c'est aussi qu'il décroche, donc de travailler sur la motivation, sur l'estime de soi. Ils ont souvent une envie de réussir, mais qui pour plein de raisons ne peut pas se réaliser. Et enfin lutter contre la violence. Alors je vais peut-être juste venir sur cette dernière diapo parce que je sais à quel point elle est importante sur la violence. Ça c'est voilà sur l'idée qu'il faut valoriser les comportements adaptés et donc déjà les nommer, c'est-à-dire on fait pas toujours, c'est pas juste ne fais pas ça, mais fais comme ça en fait. Ça a l'air tout bête, mais des fois pour ces enfants-là c'est important les termes et la façon dont on peut valoriser les comportements positifs opposés aux comportements problématiques. L'engagement et l'estime de soi, c'est l'idée de créer du lien, mais j'allais dire avec l'enfant, mais aussi beaucoup avec les familles, parce que les familles sont souvent mises à mal par le système scolaire. On leur a trop dit de négatif sur leur enfant, ils sont souvent découragés, voire en fuite. On les croise pas, ils essayent de jamais être à la sortie de l'école, ils sont dans l'évitement parfois, parce que c'est quand même très traumatique pour ces parents de se sentir jugés, et des fois on n'a plus du tout accès à eux. Donc la question du lien avec la famille, c'est une question pour moi qui est centrale, et on le voit bien dans les témoignages des parents en consultation. L'ajustement, c'est aussi quelque chose qui est parfois difficile. Moi je pense à un enfant comme ça qui est en CE2, quand il perturbe, on l'envoie en CP, faire du travail de CP, donc évidemment il perturbe encore plus. Ils ont quand même besoin d'un travail, alors ni trop dur ni trop facile, mais comme nous tous, de progresser petite marche par petite marche comme on peut le faire. L'action sur la théorie implicite, je ne vais pas détailler parce que ce serait trop pour maintenant, mais c'est aussi dans les aspects pédagogiques que je maîtrise évidemment moins bien. Nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la violence, et ça c'est ce qu'on travaille avec les familles. Alors on est bien conscient qu'à l'école, les enjeux et les contraintes ne sont pas les mêmes, mais avec des enfants qui régulent mal leurs émotions, un point important, c'est souvent d'éviter les escalades, c'est-à-dire que le côté de c'est moi qui ai raison et on va en débattre, et ça va être ça peut s'avérer très compliqué avec des jeunes impulsifs, avec des jeunes qui n'ont pas d'impulsivité, ça peut bien marcher, mais souvent nous, ce qu'on essaye de travailler dans nos hôpitaux, temps plein, hôpital de jour, consultation avec les parents, c'est de ne pas rentrer dans les escalades, mais de poser de laisser couler sur le moment pour poser des sanctions à froid, ou des réactions ou des demandes de réparation. Je pense qu'il y a quand même des choses autour de ça qui sont intéressantes à appliquer dans la classe, de pouvoir garder son calme, même si ce sont des situations très violentes. Mais pour ça nécessite aussi beaucoup de liens entre les adultes. C'est ce qu'on fait par exemple dans les services d'hospitalisation. Tout doit être reparlé, et on part du principe que la violence n'est pas dirigée contre une personne, mais contre un cadre institutionnel, et que ça doit être repris par le cadre et par d'autres personnes qui en font partie. Donc je pense que c'est aussi un des points qu'on travaille, que souvent on peut essayer, nous en tout cas c'est ce qu'on fait dans notre hospitalisation, d'engager les parents dans la réflexion, de leur dire voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut travailler ensemble, en les mettant en place d'acteurs. Je suis d'accord que c'est plus facile avec certaines familles qu'avec d'autres, mais on essaye aussi d'aller dans ce sens-là. Donc je pense que j'arrive au terme, voilà, donc au terme de mon
mon propos. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais souvent c'est des familles, moi je vois en début d'année, qui me disent cette année, écoutez, bon, l'année démarre à peine, mais la maîtresse nous a dit que son fils avait un TDAH, alors ça va être formidable, ça va être une année formidable. En fait, souvent les parents ont besoin de sentir qu'on comprend leurs problèmes, de ne pas se sentir dans des jugements qui sont souvent pas posés, mais qu'ils anticipent, parce qu'il y a quand même une culpabilité parentale à avoir un enfant qui a des troubles du comportement, et que plus on valorise les points forts de leur enfant, plus on arrivera aussi à travailler avec eux sur les points faibles. Bon, après, ça reste évidemment parfois compliqué à mettre en action. Voilà, donc je termine avec des liens. Maintenant, on peut se référer aux recommandations de la HAS, ce livre aussi qu'on a écrit, enfin qu'on a supervisé avec une enseignante, et d'autres approches sur la nouvelle autorité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si tu avais à émettre une recommandation. Alors, je me suis préparée à cette question, et là, non, je pense que je reviendrai plutôt sur cette idée, sur les troubles du comportement des jeunes qui mettent vraiment tout le monde à mal. L'environnement n'est pas nécessairement à la cause, parce qu'il y a tellement de facteurs, mais l'environnement fait vraiment partie de la solution. On a souvent tendance à dire ça, mais c'est important de le rappeler pour mobiliser, mais dans le bon sens, et sans figer les choses dans une culpabilité. C'est peut-être ça que je dirais. Voilà.